rien. Et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud, cette émission est réalisée par Lucien Auriol, la coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Bloomberg, et cette émission est préparée avec l'aide de Pierre de Charette, Victor Simon, Pierre Tréléa et Eban Valaes. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site Amicus Radio et les surligneurs. L'Europe. L'Europe que nous attendions et désirions, dans laquelle pourrait s'épanouir une France digne et forte, cette Europe, nous savons depuis hier qu'on ne veut pas la faire. Tout nous conduit à penser que, derrière le masque des mots et le jargon des technocrates, on prépare l'inféodation de la France, on consent à l'idée de son abaissement. Bonjour à tous, vous venez d'entendre Jacques Chirac, oui, le 6 décembre 1978. Alors, quelle est l'idée reçue ici ? L'idée, c'est que Bruxelles serait peuplée de technocrates. D'où vient cette légende européenne ? Ça viendrait de la conception française qu'on a de la souveraineté, qui envisage assez peu le partage du pouvoir. Du coup, en France, tout ce qui n'émane pas du pouvoir central, c'est-à-dire du président de la République ou du Parlement, ne peut pas être légitime. Alors comment cette idée reçue s'est répandue ? C'est difficile à dire, mais a priori plutôt des partis d'extrême droite, mais aussi du gaullisme. Vous avez entendu Jacques Chirac, c'est en 1978 qu'il prononce son appel de Cochin qu'on entendait en introduction, et ça c'est évidemment un bon exemple. Pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît ? Eh bien, d'abord parce que le discours, il est simple, et voire même simpliste, et il permet une explication, là aussi simple, à une question complexe. Ça permet aussi au pouvoir national de se dédouaner de ses propres responsabilités. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ce n'est pas complètement faux. Les fonctionnaires européens ont un grand pouvoir, à la mesure du continent. Mais en proportion, leur pouvoir n'est pas plus grand que celui des hauts fonctionnaires français. Et puis surtout, ils sont sous l'autorité de pouvoirs qui, eux, sont bien élus, comme le Parlement européen, ou sont responsables devant les élus, comme la Commission européenne. Bruxelles. La ville qu'on cite en général pour parler de l'Europe. Pourtant, l'Europe, elle n'est pas qu'à Bruxelles. À Strasbourg siège le Parlement européen, à Luxembourg siège la Cour de justice. Et puis Bruxelles, ce n'est pas qu'une capitale de l'Europe. C'est aussi la capitale d'un pays, d'une région. C'est aussi une ville qui est administrée par son bourgmestre. C'est le drame de cette ville. N'exister aux yeux du monde que parce qu'elle est la capitale d'un continent qui a voulu s'unir dans une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Avouez que c'est injuste pour les Bruxellois et pour les Belges. D'autant que cette Europe, elle ne le lui rend pas bien de lui avoir volé la vedette. Combien d'immeubles Art Nouveau ont-ils été rasés pour laisser place au quartier européen, cet amas de bâtiments d'acier et de verre tristes qu'on ne distinguerait pas des banques ? Une personne qui n'y mettrait pas les pieds imaginerait très bien ces rues sans arbres être traversées de petits hommes et femmes gris s'affairant d'un trottoir à l'autre. Voilà l'image que l'Europe a léguée à Bruxelles. C'est une ville peuplée de technocrates dont l'activité consiste principalement à gouverner 500 millions d'Européens du fond de leur petit bureau à moquette sans âme. Ajoutez à ça la météo bruxelloise, vous avez le tableau parfait. Pourtant, il y a quelques mois, des centaines de millions d'Européens étaient appelés aux urnes. C'est vrai qu'à Bruxelles, des technocrates, il y en a. Pour relativiser, certains vous diront « Oui, mais il y a autant de fonctionnaires européens que de fonctionnaires à la mairie de Paris. » Et l'oncle grincheux en bout de table vous répondra que « Oui, mais il n'y a pas d'éboueurs parmi les fonctionnaires européens. Ce sont tous des cadres grassement payés. » Sur quoi le vieil oncle n'aurait pas complètement tort. Mais qui donc est ce petit peuple de Bruxelles ? Qui sont vraiment ces fonctionnaires européens ? Combien sont-ils ? Environ 56 000. 56 000 agents, alors qu'ils ne sont pas tous à Bruxelles, ils sont répartis dans les 3 capitales de l'Union, à la Commission européenne à Bruxelles, il y a 33 000 agents.
Au Parlement européen, ils sont 7500 ou encore 6000 à la Cour de justice de l'Union à Luxembourg. Ils sont même partout où il y a une présence de l'Union. Tenez, à Varsovie par exemple, il y a l'agence Frontex, une agence qui a pour mission d'aider à la protection des frontières de l'Union. Mais on a aussi, avec l'Union, un des réseaux diplomatiques les plus denses du monde, avec 170 délégations, des ambassades de l'Union partout dans le monde. Et ce sont, là aussi, des agents publics qui occupent ces postes aux 4 coins du globe. Mais comparons avec les États-Unis. Dans ce pays comportant un tiers d'habitants de moins que l'Union européenne, Washington emploie pourtant plus de 2 millions de personnes. Ce qui explique cette énorme différence, c'est ce qu'ils font. Aux États-Unis, les agents publics fédéraux ont des tâches d'exécution très précises et sont présents sur tout le territoire. 85% d'entre eux, d'ailleurs, ne sont même pas à Washington. Ce sont les militaires, les juges fédéraux, les agents de police fédérale ou encore les agents du service postal. Alors, rien de tout ça en Europe, puisque lors de la création des communautés européennes en 1957, le choix des États fondateurs a été très clair. Le fonctionnement de l'Europe reposerait sur les administrations nationales, essentiellement. Ainsi, il n'y a pas une poste européenne, mais il y a 27 systèmes postaux. Il n'y a pas une douane européenne, mais il y a 27 administrations douanières. Alors évidemment, il n'y a pas une armée européenne, mais 27. Les fonctionnaires de l'Union européenne n'exécutent pas toutes ces tâches-là, qui relèvent donc des fonctionnaires des États membres. Allons un peu plus loin. Comme les États, aux origines de l'Union, ont fait le choix de conserver les administrations nationales sans les remplacer par une administration européenne. Les fonctionnaires nationaux se retrouvent dans la situation où ils doivent appliquer eux-mêmes les règles de l'Union. Accrochez-vous, je m'explique. Un maire, lorsqu'il rénove une école et lance un appel d'offres, il le fait en suivant les règles européennes de la commande publique. Un facteur qui distribue le courrier, il le fait en application des règles européennes sur le service universel postal. Une université qui organise le séjour Erasmus de ses étudiants, eh bien, elle applique elle aussi de la même manière les règles européennes. On dit donc que l'Union européenne dispose d'une administration indirecte, un réseau européen de fonctionnaires, c'est-à-dire quasiment tous les fonctionnaires nationaux, qui ne sont pas placés directement sous son autorité, mais qui appliquent les règles qu'elle édicte. Par conséquent, si on voulait être parfaitement juste, pour compter le nombre d'agents publics de l'Union, il faudrait y inclure les employés municipaux, les agents des impôts, les fonctionnaires de police, etc., etc. À vrai dire, la quasi-totalité des agents publics nationaux. Alors inutile de vous dire qu'on dépasse allègrement les 56 000 agents publics. Mais alors, à quoi servent les agents directement rattachés à l'Union européenne, ceux qui sont payés par elle? Cette pause musicale est assurée par Joy Division avec le morceau Transmission.
Alors à quoi servent les agents de l'Union européenne ? Dans l'accomplissement de leur mission, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. Ça, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui nous le dit. En d'autres termes, l'administration européenne, c'est le bras armé des institutions et des organes de l'Union. Et alors, comme toute administration, ils sont là pour exécuter les missions qui leur sont confiées par l'institution à laquelle ils sont rattachés. C'est toute la différence avec une administration comme celle des États-Unis ou de la mairie de Paris. Eh bien, c'est que les fonctionnaires de l'Union n'ont quasiment pas de tâches par lesquelles ils exécutent directement des services publics. Comme on l'a vu, vous ne verrez pas un agent public de l'Union, enfin d'ailleurs vous ne verrez jamais un agent public de l'Union distribuer le courrier dans votre boîte aux lettres, ni d'ailleurs composter votre billet de train. Leur mission, au contraire, s'établit bien plus en amont que ça. Partons dans les bureaux de la Direction générale de l'énergie pour avoir un aperçu. Direction générale de l'énergie de la Commission européenne à Bruxelles. En 2009, une directive européenne avait été adoptée. Elle imposait aux États membres de porter la part d'énergie renouvelable dans la consommation à 20% d'ici 2020. Chaque année, pour ne pas laisser la pression retomber, les agents de ce service de la Commission ont alors recueilli une à une les statistiques, les données, compilé les évolutions législatives de chacun des États, des 28 États. Tout cela rendu public dans des rapports qui permettent de surveiller l'approche pour chacun de l'objectif de 2020. En 2019, ces petites mains de la Commission ont ainsi établi que les États étaient en bonne voie puisqu'ils avaient atteint un niveau record de 17,5% d'énergie renouvelable dans leur consommation totale en 2017. Tout porte à croire donc que nous atteindrons bien 20% à la fin de l'année 2020. C'est donc ainsi qu'une petite équipe d'agents publics de l'Union affectés à la Direction générale de l'énergie, sorte de ministère de l'énergie, rédige chaque année ce rapport qui permettra ensuite à la Commission européenne, si elle remarque qu'un État est trop à la traîne, de lui faire la leçon, voire de le poursuivre, on ne sait jamais, devant la Cour de justice de l'Union. Ce fut le cas d'ailleurs pour l'Irlande ou aussi pour l'Autriche, qui avait pris un peu de retard et l'ont rattrapé depuis, après avoir été pointé du doigt par la Commission européenne. Vous l'aurez compris, leur mission n'est pas celle de distribuer du courrier, mais plutôt de distribuer des bons ou des mauvais points. Leur rôle est aussi d'aider les élus européens à définir des politiques. Politique environnementale, lutte contre la grande criminalité et j'en passe. Pas étonnant donc qu'on trouve peu d'assistantes maternelles parmi ces agents publics. Si on y pense bien, le pouvoir de ces fonctionnaires est énorme. Et sous la responsabilité de qui sont-ils placés ? Les 56 000 agents de l'Union européenne appliquent des ordres, comme tout agent public. Mais alors, qui donne ces ordres ? Qui distribue le travail aux agents publics ? Sous l'autorité de qui sont-ils placés ? C'est le président de leur institution qui est leur supérieur. Un fonctionnaire à la Commission sera donc sous l'autorité de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Mais comment sont recrutés ces milliers d'agents publics de l'Union ? Comme pour toute fonction publique, le recrutement se fait d'abord par concours. Et celui pour entrer dans les institutions européennes n'est pas des plus simples. 50 000 candidats se pressent chaque année à l'entrée. Mais 1% seulement obtiennent le précieux Graal. Il faut dire aussi que 95% des candidats échouent à la première épreuve qui se passe dans leur langue, sous la forme d'une épreuve de raisonnement verbal, numérique et abstrait, en gros une sorte de test de QI. Mais le concours est surtout critiqué pour avoir été transformé en épreuve à sélectionner des managers et non plus des connaisseurs de l'Europe, de son histoire, de ses missions. Pensez au rapport Thirier sur la réforme de la haute fonction publique, et notamment de l'ENA, c'est clairement le chemin que devrait prendre la France pour sa haute fonction publique. Pour les concours européens, c'est sous l'impulsion du Britannique David Burfield, ancien chef de l'EPSO, le bureau chargé des concours, que la mue va s'opérer. Il s'agit ici d'évaluer désormais, avant tout, des compétences et non plus des connaissances. On sélectionne, comme une grande entreprise le ferait,
ce qui n'est pas sans faire grincer quelques dents, surtout côté français. Mais ces eurocrates, comme certains les appellent, ne sont pas tous fonctionnaires. Ils le sont d'ailleurs de moins en moins. Depuis plusieurs années, la Commission recrute de plus en plus de contractuels, si bien qu'aujourd'hui, sur les 33 000 agents de la Commission, 8 000 sont des contractuels. Il n'y a pas non plus de quota par État, car les fonctionnaires sont indépendants des États. Et pour renforcer cette indépendance, chaque agent public de l'Union bénéficie d'une immunité fiscale. Il ne paie pas d'impôt sur le revenu dans l'État dans lequel il travaille. Les agents de l'Office communautaire des variétés végétales, par exemple, qui se trouve à Angers, dans les Pays de la Loire, eh bien, ces agents ne paient pas l'impôt sur le revenu français. Traditionnellement, cette immunité est faite pour éviter qu'un État puisse faire pression sur l'organisation en augmentant l'impôt de ses agents. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne paient pas d'impôt sur le revenu du tout. Ils paient en effet un impôt européen, et l'impôt de l'Union européenne est composé de 15 tranches allant de 0 à 45%. On est donc dans des équivalences à la française. Et vu le niveau très correct des rémunérations de ces agents, nombreux sont ceux qui atteignent assez rapidement la dernière tranche. Mais avant que vous atteigniez tous la dernière tranche de l'impôt sur le revenu, il est temps d'écouter la chronique Droits de l'homme de Tania Rachaud. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel ? Aujourd'hui, vous nous parlez de ce drame qui se joue dans les institutions de l'Union. Bonjour à tous, bonjour Vincent, et pour bien débuter cette chronique, écoutons un extrait de la série Borgen. Alors Tania, on parle couramment le danois ? Évidemment Vincent. Mais, pour traduire, ce que nous venons d'entendre, c'est « À Bruxelles, personne ne t'entend crier ». Et c'est probablement ce que Laura Pignataro, Maria Bamier, Moises Permero, Carlo De Nicola, Balas Molnar ou encore Amador Rodriguez Prieto ont dû penser. Tous fonctionnaires ou contractuels pour l'Union européenne, tous lanceurs d'alerte s'étant retrouvés au mieux placardisés, au pire suicidés. Tous ces gens ont crié, mais personne ne les a entendus. Ils ont dénoncé des dysfonctionnements dans les institutions de l'Union européenne. L'un a subi du harcèlement moral au sein de la Commission européenne par son chef. Il s'est ensuite retrouvé muté contre sa volonté. L'autre a dénoncé l'utilisation d'emplois fictifs par des députés européens, en dehors du cas français que l'on connaît puisque l'alerte était donnée par un Hongrois. Dans la même veine, des détournements de fonds ont été constatés dans la Banque centrale européenne ou dans Eurostat, la base de données statistiques sur l'Europe. Plus ironique, voire cynique, des faits de corruption ont été dénoncés au sein de la mission qui s'appelle Eulex Kosovo. C'est une mission qui envoie à Pristina des magistrats superviser la mise en place d'un système judiciaire sans corruption. Tempête politique sur la Commission européenne à Bruxelles, c'est le fait du jour du 64 minutes. Pire enfin au niveau des conséquences. Laura Pignataro, l'ancienne chef du service juridique gérant les ressources humaines de la Commission européenne, a fini par se suicider après avoir transmis des dossiers à la médiatrice européenne. Dans ce cas, il s'agit d'une nomination au plus haut niveau de la Commission européenne. L'ancien secrétaire général, qui s'appelle Martin Selmayr, est nommé en violation des règles du statut de la fonction publique européenne. Laura Pignataro se retrouve au milieu de manigances, se sentant obligée de défendre la nomination de Martin Selmayr, mais finit par dénoncer celle-ci. Trop de pression dans cette grave affaire finiront par un suicide de cette lanceuse d'alerte. Quels que soient les faits, toutes ces personnes ont rencontré un problème, un dysfonctionnement, et ils ont dû y faire face. En usant de leur liberté d'expression, ils en ont finalement payé le prix. Ces lanceurs d'alerte sont d'ailleurs considérés comme des sources importantes pour les journalistes d'investigation. C'est ce qui est écrit explicitement dans la directive de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, adoptée le 23 octobre 2019. Notons que la directive devait comprendre l'expression « les lanceurs d'alerte » dans son titre, mais a choisi finalement une option beaucoup plus lisse, en visant les personnes qui signalent des violations. Le principe pour les lanceurs d'alerte, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés du secteur privé, est d'abord de tenter de signaler le problème en interne, à condition que cela soit possible. La directive de 2019 invite justement les États à mettre en place une solution dans chaque entreprise. À défaut, il faut se tourner vers l'extérieur, notamment en passant par un organe tiers ou les médias.
C'est la même chose pour les fonctionnaires européens qui peuvent s'appuyer sur l'article 22 bis du statut des fonctionnaires pour informer leurs supérieurs ou se tourner vers un organe de l'Union, l'OLAF. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Alors non, évidemment pas cet OLAF-là, mais l'Office européen de lutte antifraude, qui est le seul organe de l'Union européenne chargé de détecter les cas de fraude concernant des fonds de l'Union, d'enquêter à leur sujet et d'y mettre un terme. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait la plupart des lanceurs d'alerte mentionnés au début de cette chronique. Mais pourtant, personne ne les a entendus crier et c'est dans les médias que leur voix a finalement été reçue. Merci Tania pour cette chronique et merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux pour l'actu. L'Europe, l'Europe, l'Europe.